Quelqu'un avait dit une fois, ah, mais je ne savais pas que c'était enregistré. Alors, vous le savez, regardez en haut à gauche, il y a un petit point rouge, ça veut dire que c'est enregistré. Donc, vous n'êtes pas pris en trait, tout va bien. Je suis très, très content de voir un certain nombre d'entre vous à l'ouverture de ce nouveau programme que nous démarrons, qui est un programme de longue haleine, puisque nous souhaitons nous rencontrer tous les dimanches soirs à 19 h, heure de Jérusalem, 18 h, heure de Paris. Quelle heure à New York? Il est midi. Il est midi. Donc, c'est un programme assez complet. Je ne vais pas le donner complètement, mais dans un moment, je vous donnerai quelques titres. Et pour l'Association des anciens Zéhi en Israël, c'est extrêmement important. Nous avons beaucoup attendu. Nous espérions, comme vous tous, nous voir physiquement dans notre beau local de Jérusalem. Et malheureusement, la réalité est différente, en tout cas pour l'instant. Notre objectif à terme, c'est évidemment au maximum de nous revoir le plus tôt possible en présentiel, comme on dit en France, de manière physique, de nous revoir parce qu'on aime bien se parler tranquillement, etc. Et puis surtout, en général, à la fin de nos différentes activités, il y avait toujours de quoi boire et de quoi grignoter. Donc, c'était aussi un moment que l'on voulait sympathique. Avec un Zoom, c'est difficile. Mais si Dieu nous le permet, l'organisation aussi, nous garderions à l'avenir, quand nous serions en présentiel, la possibilité d'une retransmission parce que cela nous permet d'avoir des gens de différentes villes en Israël, des gens de différents pays dans le monde, et y compris notre intervenant de ce soir qui est le plus éloigné, je crois, puisqu'il est en direct de New York ce soir. Et je le remercie d'ores et déjà, David Benaïm, qui a failli rater son avion retour avant la fermeture de l'aéroport parce qu'il s'était engagé, ça c'est un scout, il s'était engagé à faire cette intervention et qu'il ne voulait pas nous faire de mauvaises surprises. Donc, nous ouvrons un nouveau programme, un programme que nous avons appelé Kaléidoscope, évidemment, mis à part le jeu de mots autour d'EI. L'idée, c'est de, vous connaissez ce jeu extraordinaire où différentes parties d'un puzzle dans lesquelles se réfléchissent la lumière finissent par donner des formes artistiques et très très jolies. Et c'est un petit peu l'idée de ce programme, puisque nous souhaitons toutes les semaines, pendant toute l'année, sauf évidemment quand il y aura des fêtes ce soir-là, nous souhaitons donner la parole à des EI. C'est toujours difficile de dire des anciens EI, puisque d'un autre côté, on dit toujours EI un jour, EI toujours. Donc, on reste EI même si on n'est plus animateur et en activité, bien évidemment. Mais toujours est-il que notre volonté, c'était d'utiliser, comme on l'a inscrit quelque part, de pouvoir utiliser toutes les capacités humaines, le trésor humain que représentent tous ces EI et dans leurs domaines qui sont leurs domaines de compétences. Nous pensons que ceux qui sont intéressés à suivre des cours de Torah ont eu suffisamment la possibilité de trouver des rabbins ou des intervenants. Ceux qui ont cherché dans différents domaines, là, notre volonté, c'est d'être le plus éclectique possible en collant aussi à l'actualité quand cela nous le permettra, et nous sera permis en tout cas. Et c'est un petit peu ce soir, nous commençons par cette première intervention, puisque David Benaïm, journaliste à New York, va nous parler de USA, le monde d'après. Il paraît qu'il y a eu un certain nombre d'événements aux États-Unis ces derniers mois. Il paraît même qu'il y avait un bon juif qui a été photographié avec sa parka et ses moufles pendant une cérémonie officielle. Et donc, mais à part cela, je parle évidemment de Bernie Sanders. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que David y reviendra puisque c'est la grande vedette de toutes ces cérémonies. En tout cas, il a fait le buzz sur Internet. Mais voilà, pour nous, on va aborder des différents thèmes. Et pour cela, il nous fallait des amis. Vous les avez derrière moi si vous regardez à travers les différents logos. D'abord, évidemment, il y a l'Association des anciens EI en Israël, mais il y a aussi, je dirais, le groupe local Israël Ron Arad. Et je suis très content de voir
que l'un des deux coprésidents, David, est avec nous ce soir. Merci David, je te salue et on salue l'autre président qui s'appelle David. Ça, c'était pour rire, évidemment, mais pour nous, c'est très, très important. Il y a le mouvement de France à travers son logo qui est aussi partenaire et nous avons un logo que vous pouvez voir donc en bas sur ma droite, ça doit être chez vous, qui est le logo de ce programme qui s'appelle Kaléidoscope. Voilà et quels sont nos différents partenaires et pour nous c'est important. Alors pour vous donner une idée juste parce que ça me paraît quand même intéressant, ce soir nous allons parler des USA, la semaine prochaine c'est le 31 janvier mais nous allons avec 4 jours de retard parler de cette commémoration internationale autour de la mémoire des victimes de la Shoah qui est le 27 janvier à travers une réflexion sur le témoignage, le titre étant pas facile d'être témoin. Le 7 février, Lionel Ifra nous parlera, puisqu'il a écrit un livre sur le sujet. On restera sur le thème des États-Unis avec l'histoire américaine, une saga biblique. Le 14 février, c'est Michel Nakache qui nous parlera de l'importance de la tzedaka. Le 21, c'est Anne Baer qui nous parlera de scouting et développement durable. Évidemment, il y a un jeu de mots autour de scouting. Si vous n'avez pas compris, vous le verrez ce jour-là. Et Lise Benkemoun et Patrick Anidjar et Redva Peraya, Joël Veil, Éric Pinsou qui nous fera en direct de Marseille un concert de piano commenté, Sarah Funto qui nous parlera de génétique, Sami Kotek de Maïmonide, Xavier Nataf de la femme juive à l'écran, je m'excuse, Jean Pisanté, Edwige Secroun, Yael Ifra. Voilà, j'ai encore une très longue liste qui nous amène jusqu'au mois de juillet. Et on a même déjà des dates pour le mois d'octobre, puisque nous aurons droit à un concert spécial autour de Brassens pour le 100e anniversaire de la naissance de Brassens. Donc, que des EI, chacun dans un domaine, dans des domaines tout à fait différents. Et nous espérons que cela vous plaira beaucoup. Donc, merci encore une fois à nos intervenants, tous anciens EI, tous bénévoles qui ont accepté d'être avec nous ce soir-là et de nous donner un peu de leur savoir. Merci à tous les partenaires institutionnels qui nous aident. Et je laisse de suite la parole à David Benaïm. Bonsoir à tous. Merci Jean-Charles. Je suis très, très honoré de démarrer ce programme de Kaléidoscope. Je trouve que le nom est très approprié parce qu'en effet, on est tous, on a une diversité absolument incroyable dans ce mouvement. On vient de milieux tellement différents, de régions différentes et on a tous appris, on a étudié des sujets et on a acquis des compétences qui nous permettent, enfin, je suis très heureux de pouvoir les partager. En tout cas, mon savoir, surtout mon expérience et mon analyse d'une situation que je vis depuis 22 ans que je suis aux États-Unis à couvrir cette Amérique que j'aime énormément. Juste parce que Jean-Charles m'a demandé de le faire et je trouve que c'est bien de le faire. Mon parcours est, je suis niçois d'origine. J'ai été au biberon de Nice Ben Yehuda, foulard jaune et bleu, et très, très heureux, et qui était également en fait, c'est deux symboles d'Israël très importants, qui est le groupe local de Nice, puisque c'est Ben Yehuda, la langue, et Hana Senej, qui était une résistante, et c'était le groupe local des filles qui s'est réuni en un seul gel qui s'appelle le groupe local de Ben Yehuda, mais je suis très fier de l'héritage de Hana Senej aussi. Et après 20 ans à Nice, je suis monté à Paris où j'ai été RGL de Golda. Donc, j'adore aussi ma famille d'adoption à Golda pour ensuite continuer mon travail en tant que responsable national et branche moyenne où j'ai été très heureux de bosser à Ségur et avec mes équipes de bosser sur la méthode de formation et d'évolution pédagogique Azimut qui a beaucoup d'ayants ont connu, pas les plus jeunes d'entre vous, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de travailler avec mes équipes à Ségur. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis et mon parcours RACE a continué puisqu'on a créé avec Monel ici le GL de New York, qui, en termes d'animation, s'est arrêté net forcément avec la pandémie, mais on a quand même continué à distribuer des colis pour Pessar et pour Hanouka. Et même si on a un petit GL, une vingtaine de personnes, ça reste
un GL qui existe à New York avec beaucoup d'anciens EI qui sont là et ça fait plaisir. Je vais vous parler des États-Unis. Je suis correspondant, moi, à New York pour de nombreux médias francophones. J'ai travaillé pour I24, que vous connaissez tous. Maintenant, je travaille pour LN24, qui est une chaîne en Belgique. J'ai des contributions sur France Info et sur CNews. Beaucoup de radios aussi, comme Radio Judaïka, RCJ, Cannes en français en Israël. Et j'adore décortiquer cette Amérique que j'aime et cette Amérique qui nous a surprise énormément ces 4 dernières années et qui nous a surpris avec cette élection de Donald Trump. Et donc, pour parler du monde d'après, je suis obligé de vous montrer, de parler, de jeter un coup de rétroviseur dans ce qu'on vient de vivre et de la personnalité de Donald Trump et des acquis et du coût que peuvent avoir ces acquis pour Israël et pour les Juifs en général. Alors, je vous demande d'être à l'écoute et pour une fois de mettre de côté vos idées partisanes, d'être ouvert sur une analyse que vous n'avez pas forcément entendue auparavant, ou en tout cas, peut-être formulée différemment. Je ne suis pas ni républicain, ni démocrate, ni pro, ni anti. Je suis journaliste, j'analyse la politique américaine et les relations entre Israël et les États-Unis depuis plus de 20 ans. J'ai la chance d'avoir couvert 4 présidents. Et pour beaucoup, la présidence de Trump a été un événement traumatique positif pour le monde diplomatique pour certains, et un traumatisme terrible pour l'éthique, la décence et la moralité pour beaucoup. Ce qui est certain aussi, c'est que, ce qui est indéniable, c'est qu'une question se pose clairement. Peut-on tout accepter au nom de cette question ? Parce que c'est la question qu'on m'a le plus posée ces 4 dernières années et qu'on m'a le plus posée pendant cette période électorale. Est-ce que c'est bon pour Israël ? Est-ce qu'il est bon pour Israël ? Est-ce qu'Hillary, elle est bien pour Israël ? Est-ce que Trump est bien pour Israël ? Est-ce que Joe Biden est bien pour Israël ? Kamala Harris, c'est une pro-palestinienne. Je ne pouvais pas savoir tout ce qu'on a pu me dire et affirmer qui étaient des questions plutôt fermées, avec peu d'ouverture sur la réponse que je pouvais apporter. C'est pour ça que je vous demande vraiment d'avoir un esprit ouvert sur ce que je vais dire ce soir. Ma réponse, c'est clairement que est-ce qu'on peut se permettre d'accepter tout de la part d'une personne malgré ses problèmes d'essence, de moralité? Ma réponse, c'est clairement que non. Nous avons une éthique juive, une morale, un fondement qui fait que cette notion de prendre ou d'accepter de quelqu'un sans considérer de qui cela provient, c'est pour moi impossible et on risque de le payer. Et pendant 4 ans, j'ai fait une conférence et des interventions qui répondaient à la question « Est-ce que Donald Trump est vraiment le meilleur ami d'Israël ?» J'ai quelques vidéos que je vais vous montrer. Et j'ai pris point par point ses actions, ses engagements, ses antagonismes, ses contradictions. Et je vais en rappeler quelques-unes, tout comme les accomplissements pour Israël, mais également pour les Juifs américains, mais aussi sans complaisance ni parti pris, ce qui a mal tourné et ce qui doit encore être adressé. Il y a une tendance à vouloir me dire en permanence, mais Donald Trump est un grand ami d'Israël, Donald Trump est un grand ami, pour moi, de Donald Trump. Il se trouve qu'il a chez lui un gendre, qui est un grand ami d'Israël, qui est le mari de sa fille préférée, Ivanka, qui est à son oreille et qui a pu pousser une politique extrêmement pro-israélienne pendant 3 ans. Mais à la base, Donald Trump était parti dans une toute autre direction, celle de la paix avec les Palestiniens. Il faut se souvenir, on est en mai 2017, il accueille Mahmoud Abbas à Washington. J'étais là-bas, j'ai parlé avec Saeb Berakat à l'époque, qui est mort depuis du corona, mais qui me disait « Je n'ai jamais vécu un tel amour pour nous, pour les Palestiniens, que lors de cette visite à Washington en mai 2017. Donc, mai 2017, on est quelques mois après la prise de pouvoir de Donald Trump. Et il a, je vous rappelle, l'ambition de créer le deal du siècle. Et il dit, ça va être facile, easy peasy, je vais faire ça en 2 minutes, je suis le roi de la négociation. Et il s'est retrouvé face à un mur du côté palestinien à partir du moment où Donald Trump a trop donné, entre guillemets, le déménagement de l'ambassade à Jérusalem, et je vais y revenir. Et donc, il s'est retrouvé à avoir une politique qui est complètement différente. Mais il faut se souvenir que le premier voyage de Donald Trump, symboliquement, il l'a fait dans les pays arabes. Il a été en Arabie Saoudite, juste avant d'arriver en Israël, mais il a été croiser le sabre avec Mohammed Ben Slimane, qu'il est ensuite arrivé en Israël, mais que symboliquement, c'était vraiment important pour lui d'avoir cette politique pro-arabe et ce lien avec l'Arabie Saoudite qui continue, qui perdure, qui est peut-être le lien qui est le seul lien qu'il a continué des années Bush.
Et donc, et après, il arrive en Israël et il a continué son voyage en Europe. Mais symboliquement, les premières images de Donald Trump à l'étranger, c'est Donald Trump qui croise le sabre avec tous ces dirigeants saoudiens et du Golfe en Arabie Saoudite. Il a enchaîné donc ce voyage en Israël qui était mémorable, qui était tout aussi mémorable que Clinton et Obama, mais un peu moins que George W. Bush, qui lui avait été en pleine guerre du Golfe, n'avait pas eu droit à ce même genre de voyage dans la tranquillité. Donc Donald Trump a un agenda, et son agenda, c'est son électorat. Encore une fois, je répète, Donald Trump aime Donald Trump. Il l'a prouvé pendant 4 ans. Son seul objectif, c'est lui-même. Il n'y a pas de vision. C'est quelqu'un qui est peu émotionnel et qui n'a pas de vision sur la longueur et qui est pas un stratège. C'est un stratège de communication, mais en termes de politique, c'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique et il l'a été tout au bout. Et donc, quand il a vu qu'il avait une relation extrêmement privilégiée avec Benjamin Netanyahou qui lui rendait très bien, il a continué cette relation. Quand il a vu que Benjamin Netanyahou pouvait perdre le pouvoir pendant des mois, on n'a plus du tout entendu parler de Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Il a pris énormément de recul après la deuxième élection, quand ils n'arrivaient pas à trouver un gouvernement et qui pensaient que c'est peut-être Benny Gantz qui allait devenir Premier ministre. Mais à chaque fois, il y avait une relation électoraliste parce que l'agenda de Donald Trump, comme je vous le disais, c'est son électorat. Je vais vous parler dans un instant de l'électorat des chrétiens évangélistes. Mais secrètement, il avait le désir de persuader 6 millions de juifs américains qui votent en masse pour les démocrates, à peu près à 75-80% au moment de l'élection de Hillary Clinton et Donald Trump. C'était 80% avant. Il avait récupéré une petite portion de l'électorat juif au moment de Hillary Clinton. Il a plutôt conservé cette petite marge de 5% au moment de cette dernière élection, mais ça n'a pas du tout suffi. Lui, il espérait vraiment convaincre cette immense majorité de juifs américains qui votent démocrate, pensant que sa politique pro-israélienne du déménagement de l'ambassade à Jérusalem et des accords d'Abraham allait convaincre cet électorat. Et donc, ça n'a pas marché, et pour plusieurs raisons, je vais vous en parler dans un instant. Mais donc, l'agenda de Trump pendant 4 ans, ça a été de détruire tout ce que son prédécesseur a pu accomplir, qu'on apprécie ou non. Ça passe par le retrait du deal sur le nucléaire iranien. À l'international, c'était donc vraiment la principale mesure, en dehors des accords d'Abraham et du déménagement de l'ambassade à Jérusalem. On peut parler de relations avec l'OTAN, on peut parler de son absence de restrictions par rapport à Vladimir Poutine. Mais ce qui est certain, c'est que le plus emblématique, ça a été la sortie des accords de Paris, mais qui n'affecte pas la diplomatie en termes de conflit, mais surtout le retrait du deal sur le nucléaire iranien. Et donc, il a réussi à sortir de ce deal tout en ne se mettant absolument pas à dos une très grande partie des démocrates américains, parce qu'en fait, les démocrates se sont rendus compte, beaucoup de démocrates se sont rendus compte que ce deal sur le nucléaire iranien avait un énorme handicap, c'est son absence de restriction du programme de missiles balistiques. Mais à partir du moment où Donald Trump a quitté ce deal, malheureusement, énormément de contrôles n'ont plus pu intervenir. Alors, pour revenir sur le focus qui est la personnalité de Donald Trump, je vais vous montrer quelques vidéos pour bien vous expliquer pourquoi on ne peut pas prendre tout ce qu'on nous donne sans savoir quels sont les objectifs ultérieurs, cachés ou non. Parce que s'il y a bien une chose que Donald Trump ne sait pas faire, c'est cacher son jeu. C'est un livre ouvert, il dévoile toutes ses cartes. Et donc, sur son amour pour Israël, on va dire que son entourage chrétien évangéliste, celui de Mike Pence, son vice-président, a tout fait pour que l'agenda pro-israélien soit accompli au plus vite. Sans cet électorat, Donald Trump n'aurait pas été élu. Sans cet électorat, il n'y a pas de mandat Trump. Il est décisif dans des États comme l'Ohio, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona, des États qui ont tous voté Trump en 2016. Et 3 d'entre eux passeront dans le camp de Biden après 4 ans. Ce sont la Géorgie, l'Arizona et la Pennsylvanie. Ce sont les 3 États dans lesquels on est en pleine ceinture biblique. Ceinture biblique, c'est ces régions américaines qui partent du nord de la Géorgie jusqu'au fin fond du Texas et à l'Arizona, où il y a à peu près sur chaque route une méga church, une église immense avec une salle de concert, des méga church qui peuvent accueillir des dizaines de milliers de personnes, une école
et un vendeur d'armes à feu. C'est à peu près la configuration sur ces routes américaines. Et donc, c'est ce qu'on appelle la ceinture biblique. Et donc, sur cette ceinture biblique-là, en 2016, en 2015, au moment du lancement de sa campagne, il s'est acoquiné de chrétiens évangélistes pour essayer de convaincre cet électorat de chrétiens évangélistes qui, en général, étaient plutôt abstentionnistes qui avaient permis, en l'occurrence, à Barack Obama de passer à 2 reprises, mais aussi parce que Barack Obama avait un énorme soutien de la communauté noire américaine qui ne s'est pas prononcé en 2016 et qui s'est prononcé cette fois-ci pour l'élection de Joe Biden. Donc, je vais vous montrer cette vidéo sur les chrétiens évangélistes parce que on en entend parler, on a l'impression que c'est une population qui adore Israël, qui a vraiment des amitiés, qui veut absolument qu'Israël soit au pouvoir, enfin que les Juifs soient au pouvoir sur cette terre d'Israël, et qui a tout fait ces 4 dernières années pour accomplir une prophétie qui veut que les Juifs soient au pouvoir à Jérusalem. Mais leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est que Jésus revienne sur terre, que le Messie revienne sur terre. Et qu'est-ce qu'il en adviendra des Juifs à ce moment-là? La moitié sera convertie, l'autre moitié sera anéantie. Ça fait partie de la prophétie des chrétiens évangélistes et c'est la raison principale pour laquelle ces chrétiens évangélistes sont aussi intéressés à un agenda pro-israélien poussé, quoi qu'il en coûte. Je vais vous montrer cette vidéo et on continue ensuite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Alors, je vais juste faire une petite pause sur cette image-là avant de vous jouer la vidéo, juste pour vous dire que cette photo-là, c'est la photo du jour de l'annonce du déménagement le 6 décembre 2017, du déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et cette image, elle est extrêmement importante parce qu'on voit Mike Pence derrière. Je vais vous enlever le texte. Parce qu'on voit Mike Pence derrière, donc, qui est le vice-président, et que donc c'est à ce moment-là qu'il annonce dans cette salle qui n'avait jamais été utilisée avant. Il n'avait fait aucune annonce devant Mike Pence à l'époque-là, et donc on voit bien qu'il y a une décoration de Noël, que cet instant d'annonce, cette sémiologie qui est mise en scène pour annoncer le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle s'adresse à ce public des chrétiens évangélistes, et c'est important de le signaler. Et là, maintenant, je vais vous montrer donc les vidéos, un montage que j'ai fait moi-même et que j'ai récupéré de vidéos qui sont en fait des intervenants, des pasteurs évangélistes qui passent à la télévision américaine tous les dimanches. Attention, hein, ça, ce ne sont pas des images exceptionnelles ou rares qui vous montrent le discours qui est mené par ces chrétiens évangélistes depuis des dizaines d'années. Israel has been reborn as a country. Jews are returning back to the Holy Land after centuries of exile. That's exciting. And those are end time prophecies. If you're a believer in Jesus, you will go up the rapture. The Jewish people, it's still a mystery how God's going to work all that. 2/3 of them are going to die. That 1/3 that's left at the end is going to finally come to the end of themselves. It's not going to be through a process of education. It's going to be through a process of a horrible Holocaust. Cette vidéo, je l'ai vue des tonnes de fois et elle me glace les sangs à chaque fois parce qu'en effet, quand on entend cette prophétie qui est vraiment la prophétie des chrétiens évangélistes, hein, l'évangélisme, ça date du 19e siècle et c'est quelque chose qui a été rajouté par-dessus les évangiles. Et donc, 2/3 des Juifs seront tués et pas par un processus facile, par un processus d'holocauste horrible. Et donc, à chaque fois que j'entends et que je revois ces images, ça me rappelle à quel point l'objectif ultérieur, la motivation de ces chrétiens évangélistes, c'est vraiment de se dire qu'il est essentiel pour eux que les Juifs soient au pouvoir en Israël parce que leur prophétie leur donne cet objectif. Et il faut aussi savoir que l'Amérique d'aujourd'hui, les Juifs américains sont extrêmement concentrés dans 3 régions. La région de New York, la région de Los Angeles
et la région de la Floride, de Miami et du nord un petit peu plus du nord de la Floride. Ce sont des régions, le sud de la Floride, l'État de New York et l'État de Californie, qui sont pas peuplés de ces gens-là, et surtout que les autres régions où ces chrétiens évangélistes votent, et où les chrétiens évangélistes sont en population de masse, sont des gens qui n'ont quasiment jamais vu de juifs de leur vie, qui ne connaissent pas les juifs, qui ne savent pas ce que sont les juifs. C'est une notion. Et donc, c'est pas, ils voient un petit peu d'humour yiddish à la télévision américaine, ils ont tous vu Seinfeld, et encore, on voit également dans les audiences, c'est important d'étudier, de comprendre l'Amérique, de voir que les différentes émissions de télé sont vues dans une région et pas dans une autre de la même manière, qu'une émission comme Seinfeld, qui est un humour juif de base, etc., vraiment l'humour juif ashkénaze tel qu'on le connaît et qu'on l'adore, fait aucune audience dans des États comme le Texas, l'Arizona, l'Alabama ou le Mississippi, qui sont des États avec une très forte concentration de chrétiens évangélistes et de gens qui ont voté républicain, et donc de ces États qui, justement, ne dépendent pas d'un vote juif. Alors, il faut se féliciter des acquis sur Israël, le déménagement de l'ambassade. Et je voudrais juste dire par rapport à ce déménagement de l'ambassade que la loi qui a été votée, c'est une loi qui a été votée sous Clinton en 1995, à la suite des accords d'Oslo, et qui en fait c'est un processus qui avait été acté par le Congrès américain en 1995, et que donc Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump avaient comme promesse de campagne de dire « je vais acter cette loi qui a été votée sous Bill Clinton ». Et je vais acter cette loi en déménagement l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Sauf qu'à chaque fois, ces mêmes présidents, Clinton, Bush et Obama, ont voulu avoir des initiatives de paix en vain, qui avaient en face d'eux des personnes questionnables pour pouvoir négocier la paix. On se souvient tous des accords de Camp David II qui ont été ratés, Yasser Arafat et Ehud Barak. J'étais à Camp David à l'époque. Puis Erez au début de l'année, juste avant la fin du mandat de Bill Clinton. Également George W. Bush, qui avait son fameux agenda pour la paix, qui a échoué également. Après, il a complètement mis de côté, après le 11 septembre, il a complètement mis de côté ses ambitions pour faire la paix. Barack Obama a eu sa tentative également. À chaque fois, ils essayaient de conserver cette carte de déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, même si c'était un de leurs objectifs de campagne, et ont toujours dit on va le faire, et ils l'ont jamais fait. Et en effet, Donald Trump a en fait ce qui se passait, c'est que cet acte de transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem était un acte qui était officiel et qui devait à chaque fois avoir lieu. Et en fait, il fallait faire une dérogation pour pousser de 6 mois. Donc, tous les 6 mois, sur leur table au bureau ovale, les différents présidents américains ont eu sur leur bureau un texte qui devait repousser de 6 mois le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est ce que la loi préconisait. Et Donald Trump a décidé qu'en mai 2018, en l'occurrence, c'est tombé au moment du 14 mai. En mai 2018, date symbolique, en mai 2018, il a décidé de ne pas signer ce décalage de transfert de l'ambassade et d'acter le fait que l'ambassade passe de Tel Aviv à Jérusalem. Et je vais vous montrer la vidéo de ces différents présidents qui ont promu monts et merveilles, et c'est seulement Donald Trump qui a acté de ce point de vue-là. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. I have determined that it is time. J'ai décidé qu'il était temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. Of Israel. J'ai estimé que cette décision était dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique et de la poursuite de la paix entre Israël et les Palestiniens. And the pursuit of peace between Israel
and the Palestinians. C'est un pas qui aurait dû être franchi il y a longtemps pour faire avancer le processus de paix et pour travailler à un accord durable. Lasting agreement. Donc ça, c'est sur les acquis et sur le fait que donc la promesse de déménagement, c'est une promesse qui est antérieure à Donald Trump. Beaucoup de gens n'imaginaient pas que Obama puisse dire ce genre de choses. Or, Obama a vraiment été l'un de ceux qui a le premier, c'est le premier à avoir parlé de capitale indivisible d'Israël, ce qui est absolument incroyable. Aujourd'hui, tout le monde dit que Barack Obama était un ennemi d'Israël. Il n'a jamais été un ennemi d'Israël. Barack Obama avait très peu de relations avec Benjamin Netanyahou. Ils avaient un conflit de personnalité, mais pendant les 8 ans de gouvernement et de présidence de Barack Obama, les relations entre les agences d'intelligence, entre les agences de renseignement n'ont jamais été aussi bonnes, à tel point qu'au moment où Donald Trump a pris le pouvoir et qu'il a dévoilé des secrets d'État au tout début en 2017 que le Mossad lui avait transmis, il y a eu énormément d'hésitation de la part des services secrets israéliens de continuer de communiquer avec les renseignements américains. Et donc ça, c'est vraiment une problématique. Et il faut également souligner que, en dehors des cadeaux absolument incroyables acquis pendant ces 4 dernières années sous Donald Trump, qui sont les accords d'Abraham et qui sont le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, il n'y a pas eu d'aide militaire supplémentaire qui a été donnée par le gouvernement américain, parce que Donald Trump ne croit pas en le financement des armées dans le reste du monde de ses alliés, que les 10 milliards de dollars que Israël a reçus sur ces 10 dernières années et sur les 4 dernières années qu'il va recevoir encore à la suite, ce sont 10 milliards de dollars qui ont été votés sur 10 ans par le gouvernement Obama et sous John Kerry en tant que secrétaire d'État, et que donc c'est important de le souligner et de savoir que quand on dit que Donald Trump était le meilleur ami d'Israël, et qu'on sous-entend souvent que Barack Obama n'était pas un ami d'Israël, Barack Obama était un ami d'Israël, et que la loi sur laquelle, la déclaration sur laquelle il n'a pas mis un droit de veto aux Nations Unies pour les aides palestiniennes qui a été donnée quelques semaines avant son départ à Barack Obama ne définissent pas la personnalité de Barack Obama, et surtout de savoir que c'était également la même chose sur George W. Bush, qu'il y a beaucoup de vétos de la part des États-Unis qui avaient été mis contre Israël à l'époque, ou des vétos qui ont été omis, qui auraient pu protéger Israël. Mais il faut avouer une chose, et ça c'est essentiel, et ça jouera un rôle énorme dans le futur des relations entre Israël et les États-Unis, c'est le rôle de Nikki Haley. Encore une fois, c'est la personnalité de Donald Trump que je discute là, pour essayer de comprendre quelle va être la suite et quel sera le monde d'après, parce que toutes les pierres qui ont été posées ou supprimées, ou toutes les embûches qui ont pu être mises en place par les équipes de Donald Trump ces derniers mois pour la suite, vont complètement influencer le reste. Mais il y a des choses qui sont extrêmement positives et qui ont été acquises pendant ces 4 années et qui ne changeront pas, et qui ont été annoncées par le futur gouvernement que ces choses ne changeraient pas. Mais l'une des personnalités à qui il faut reconnaître énormément de bienfaits par rapport à Israël, et qui avait pas de motif ultérieur par rapport à un potentiel objectif lié à son évangélisme, c'est Nikki Haley, qui est d'origine sikh, donc d'Inde, qui est chrétienne, qui a en effet vient de l'Amérique profonde, de Caroline du Nord, qui a été gouverneur de cette Amérique-là de chrétiens évangélistes, mais qui n'a pas cet objectif-là, même si elle a cet électorat, mais son rôle en tant qu'ambassadrice aux Nations Unies et la manière dont elle a, avec vigueur et intérêt réel, travaillé avec Danny Danon aux Nations Unies pour protéger et remettre un blason doré aux relations entre Israël et les États-Unis via les Nations Unies est essentielle et à souligner. Et sa personnalité et cette notion-là pourrait très bien lui servir dans 4 ans, au moment où elle risque d'être candidate et qu'elle a une possibilité de remporter des primaires républicaines, où elle pourrait très bien devenir la première femme présidente des États-Unis, et qu'à ce moment-là, le vote des Juifs américains, à partir du moment où il n'y a pas la même problématique de la personnalité de Donald Trump, petite partie de ces Juifs américains pourraient voter pour Nikki Haley, et ne serait-ce que passer 5 ou 10% dans le camp des républicains pourrait faire vraiment toute la différence. Il me reste un quart d'heure, Jean-Charles, c'est ça? À peu près, mon ami, à peu près.
Donc cet amour d'Israël ne se traduit pas dans les rangs de l'électorat de base, il est malheureusement teinté d'antisémitisme assez puant aux États-Unis, où les préjugés et les clichés sur les Juifs et le pouvoir et les médias, il faut remettre le focus sur ma vidéo. De suite. Donc il y a beaucoup de problématiques sur les clichés, les Juifs et le pouvoir, les médias et l'argent. C'est vraiment, vraiment ancré dans les mentalités, certainement chez les évangélistes qui adulent Israël pour la prophétie, mais parce que pour eux, les Juifs ne vivent pas dans leur région et donc ils n'ont absolument aucune connaissance de qui sont les Juifs. Et pendant 4 ans, l'antisémitisme a fait de nombreux morts aux États-Unis. J'ai malheureusement dû couvrir des attentats meurtriers à Pittsburgh, à Jersey City, juste de l'autre côté de New York, où j'ai dû couvrir cet acte meurtrier sur une macolette locale, sur une petite une supérette locale, des actes antisémites terribles, un rabbin qui a été attaqué chez lui pendant Hanouka il y a 1 an à Upstate New York, des croix gammées, des alertes à la bombe dans des centres communautaires qui ont été tagués, des synagogues ou des Sefer Torah ont été brûlés en Californie. Pittsburgh, c'est en Pennsylvanie, je ne vous parle même pas d'Alabama ou du Texas. Là, c'est une vision noire de l'Amérique, je suis désolé de vous le dire, mais malheureusement, ces clichés sur l'antisémitisme ont perduré de manière absolument terrible. Avant la pandémie, il y a eu une énorme polémique sur le fait que les juifs religieux, les orthodoxes de Brooklyn, ne vaccinaient pas leurs enfants de la rougeole. Et la manière dont les médias américains, dont le New York Times, le New York Post, les chaînes locales, ABC, NBC, CBS ont traité cette information, il y avait un ressenti de vieux clichés antisémites, vous savez, de ce juif qui empoisonne le puits pour mieux tuer les populations, et qui donc mettait vraiment en avant donc ces juifs orthodoxes en redingote, comme vous les voyez, comme vous les avez en Israël, comme vous les voyez partout, etc. Mais c'était à chaque fois les images pour illustrer ça qui étaient dans ce cliché et qui ont renforcé cette notion d'antisémitisme à l'intérieur de la ville de New York auprès des populations noires, latino, non-juives. Je vous rappelle que New York, c'est dans toute son entièreté, c'est à peu près 12 millions d'habitants, si on compte les grands quartiers étendus. Mais donc 12 millions d'habitants, sur les 12 millions, il y a à peu près 4 millions de juifs, ce qui est énorme. Et sur ces 4 millions de juifs, il y a ces groupes orthodoxes à Brooklyn. Et dans ces groupes orthodoxes à Brooklyn, il y a quelques yeshivas, il y a quelques quartiers samtar qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants. Et donc, il y a eu quelques cas de rougeole et quelques contaminations et quelques problématiques. Mais la manière dont ça a été couvert dans la presse américaine, comme quoi les Juifs allaient nous contaminer de la rougeole et les enfants de la rougeole, c'était absolument terrible. Et il s'est passé exactement la même chose en mars, avril, mai, juin, au moment de la pandémie, au début de la pandémie, où il y a eu malheureusement des énormes rassemblements pendant Pourim, des mariages qui ont continué, des mariages et des yeshivas qui ont continué d'ouvrir, et donc qui ont mis à la une des médias et dans le New York Times, à la une du New York Times. Si vous voulez bien fermer votre micro. Eva, il faut fermer son micro. Non, ça s'est rallumé tout seul, désolé. Jean-Charles, mets en spotlight la vidéo. Et donc c'est sur les images retransmises à la télévision américaine, l'Américain moyen qui voit ces juifs orthodoxes qui représentent l'ennemi parce qu'on est en pleine pandémie, qu'on ne sait absolument rien, port du masque, pas port du masque. En plus, qu'on a Donald Trump à la Maison-Blanche qui exprime que le port du masque, c'est libre à chacun, voire de dire que ça ne sert à rien, et qui, bon bref, on ne va pas revenir sur la gestion de la pandémie de Donald Trump et les 410 000 morts américains, parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais ça jouait énormément à sa défaite. Mais ce que je veux dire, c'est que cette image, malheureusement, de la pandémie et de la relation des Juifs et de leur possible... Du fait qu'ils ont peut-être aidé à répandre ce virus dans les rues de New York parce qu'ils refusaient d'arrêter de se marier ou de se réunir ou d'étudier, que les yeshivas ou les écoles ouvraient illégalement, ou qu'ils ont manifesté de manière terrible pour ouvrir les synagogues, etc. Alors que les chrétiens
faisaient exactement la même chose, qu'ils ont demandé de la même manière à ce que les églises rouvrent, que les méga-churches rouvrent, que les gens puissent prier, etc., dans des États comme toute cette stature biblique dont je vous parlais. Et donc, mais le focus qui a été donné, c'est sur les juifs religieux de Brooklyn qui refusaient de fermer leur synagogue ou leur yeshiva. Et ça vous montre à quel point ce cliché, malheureusement, de l'antisémitisme continue de perdurer. Et c'est aussi lié au fait qu'au moment de l'élection de Donald Trump, avec tout le discours de véhémence, de haine, de clivage qui a été permis et autorisé, notamment dans des pans de suprématie blanche. On a parlé énormément après l'attaque du 6 janvier, mais ça fait 3 ans que moi, j'essaie de mettre le focus sur le fait que cette Amérique des blancs suprémacistes est un danger extrême et qu'ils sont surarmés et qu'ils ont vraiment comme objectif d'empêcher qu'ils deviennent une minorité, parce que dans moins de 20 ans, l'Amérique blanche va devenir minoritaire pour laisser la place à une Amérique plus latino, black et asiatique. Ça fait partie de l'ADN de cette Amérique qui est une ADN d'immigrés. Mais ils faisaient la même chose quand les Juifs sont arrivés aux États-Unis au début du siècle, que les Italiens sont arrivés, à partir du moment où les Irlandais, les Britanniques, les Néerlandais d'origine qui est arrivée, toute cette Amérique des sorcières de Salem ont commencé à perdre le pan parce que des Italiens, donc des gens un peu plus foncés sont arrivés, ou des Juifs sont arrivés. Ça fait la même chose avec les Latinos, ou au moment de l'émancipation des Noirs et de la fin de l'esclavage ou de la fin de la ségrégation, ils ont toujours été dans une situation où ils ont voulu absolument se protéger et souvent avec violence. Et ça n'a pas loupé. Mais ils existaient déjà avant Donald Trump, mais Donald Trump leur a permis de libérer cette parole raciste. Et cette parole raciste, je vais vous montrer quelques petits exemples de ce qui s'est passé ces 4 dernières années qui sont aussi difficiles à regarder, mais qu'il faut entendre et regarder pour comprendre à quel point c'est important de se dire on a des acquis par rapport à cette personnalité de Donald Trump, mais continuer de l'aduler, de dire que c'est le Messie qu'on attendait, qu'il faut continuer de le vénérer, c'est selon moi une erreur. Je veux juste vous montrer cette vidéo et on continue ensuite. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Trump repeatedly deflected when asked to disavow former KKK leader David Duke. Last week, headstones were toppled at a Jewish cemetery in St. Louis, Missouri. Police are investigating a slew of bomb threats targeting Jewish community centers all across the country today. You know, I'm proud to have that German blood. There's no question about it. Great stuff. In February of last year, Trump was asked about former KKK leader David Duke. Will you unequivocally condemn David Duke and say that you don't want his vote or that of other white supremacists in this election? Well, just so you understand, I don't know anything about David Duke, okay? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. The message of taking our country back, a dog whistle to many, was a constant on the campaign trail. We're going to take our country back, and it's going to be put very quickly on the right track. He tweeted out an anti-Semitic image of Hillary Clinton that was tied to an alt-right message board. His campaign claimed ignorance. I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. You had a lot of people in that group that were there to innocently protest and very legally protest because, you know, I don't know if you know, they had a permit. The other group didn't have a permit. So I only tell you this, there are two sides to a story. Donc, cette vidéo qui est également glaçante, qui montre l'Amérique de ces 4 dernières années, que je n'ai pas encore mise à jour, mais qui rajoute, sur lequel on peut rajouter le débat
face à Joe Biden, où Donald Trump refuse de condamner les Proud Boys et de les répudier alors que ce sont des gens qui le soutiennent, la suprématie blanche qui a pris énormément d'importance sur ces dernières années, et puis le 6 janvier qui a vu, et je vous le rappelle, l'attaque du Capitole par des émeutiers qui ont été attaqués le Capitole sous l'impulsion d'un discours de Donald Trump qui s'est accumulé au fur et à mesure des semaines, des années, mais surtout les dernières semaines, qui refusait le résultat de l'élection présidentielle, qui pourtant par des juridictions républicaines, donc de son propre parti, qui avait tout intérêt à ce que Donald Trump continue de garder le pouvoir, avait refusé toutes les demandes de fraude qui ont été mises en place, parce qu'il n'y a pas eu de fraude sur l'élection américaine, parce que tout a été recompté manuellement, que chaque bulletin a une trace papier, et que donc c'est pour ça qu'on a eu le résultat officiel de la présidentielle que le 14 décembre et pas le 3 novembre, puisque justement il y a eu toutes ces procédures qui ont été mises en place et confirmées ensuite ce fameux 6 janvier qui était le jour de cette confirmation des grands électeurs au Sénat. Et on avait d'un côté Mike Pence qui avait accepté ce résultat, et de nombreux élus républicains, et Donald Trump qui, de l'autre côté, en même temps qu'il y avait cette validation des résultats, faisait un discours sur l'ellipse qui est entre le Capitole et la Maison-Blanche, et qui a incité ces manifestants à aller marcher, ce sont ces mots, sur le Capitole, et à aller faire entendre leur voix et à bousculer les élus et les sénateurs. Et on sait que ça a fait 5 morts, et que parmi ces élus-là, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, et parmi ces manifestants-là, qui c'est pas 200-300 personnes, on parle de dizaines de milliers de personnes qui étaient à Washington autour du Capitole, des milliers qui ont pénétré et qui sont encore sur les réseaux sociaux à se pavaner et à dire que ce qu'ils ont fait, c'était normal et ce qui c'était bien. Et je continue de le monitorer, et c'est vraiment une réalité. Malheureusement, c'est peut-être extrêmement triste, parce que sur les 70 millions d'électeurs de Trump, c'est une évidence qu'il n'y a pas 70 millions de nazillons et de fascistes, mais qu'il ne serait-ce qu'il n'y en ait que 1%, ça fait 7 millions et ça fait 700 000 personnes, et c'est déjà énorme. Et moi, je pense qu'il y en a plus que ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant cette manifestation du 6 janvier pro-Trump, où le président américain faisait un discours pour refuser une élection légitime, il y avait des protestataires, des partisans de Donald Trump qui portaient des t-shirts Camp Auschwitz avec marqué « Le travail rend libre », avec un discours sur la scène, juste avant que Donald Trump ne s'exprime, d'une élue qui disait que Hitler avait bien raison et qu'il fallait bien lui reconnaître ça, que tout l'avenir était dans la jeunesse. Et donc, elle cite Hitler quand même sur scène de manière impunie sur une estrade du président américain au pouvoir qui est en train de refuser le… Et donc, c'est des choses qui sont à remarquer et à dire. Et la vidéo que vous venez de voir où Donald Trump refuse de condamner l'attaque à voiture bélier contre une manifestation à Charlottesville, une manifestation, attention, qui était une manifestation qui était pour supprimer les statuts de Robert E. Lee, qui était un général de l'armée ségrégationniste pendant la guerre civile américaine. Robert E. Lee, c'était l'équivalent de Pétain. C'est comme si aujourd'hui en France, on avait des manifestations pour retirer, s'il y en avait encore, une statue de Pétain dans un village français, et qu'il y avait un groupe d'extrémistes de droite qui décidaient d'aller à l'encontre de cette manifestation, qu'une personne prenne une voiture et aille tuer l'un des manifestants à la voiture bélier, comme ça se passe en Israël contre les soldats israéliens, et qu'on ne le condamne pas. Et donc Trump n'a pas voulu le condamner, il ne l'a pas condamné pendant 4 jours. Et quand il est revenu encore plus tard, il l'a condamné une fois, il est revenu, il a dit oui, mais non, il a continué de ne pas le recondamner, de la même manière qu'il n'a pas voulu condamner les Proud Boys, les groupes suprémacistes blancs qui faisaient partie de son électorat, puisqu'on les a vus aussi le 6 janvier, que ce sont les plus fervents d'entre eux, les plus actifs sur les réseaux sociaux autorisés et les réseaux sociaux désormais interdits pour beaucoup, même s'ils continuent de perdurer. J'ai malheureusement plus que 5 minutes. Je vais vous parler d'un petit truc encore une fois, par rapport à l'acceptation de savoir si on doit ou non se permettre d'accepter tout de personnalités comme ça. Il y a une loi vraiment incroyable. C'est une histoire que je raconte, mais vraiment que je veux que vous entendiez.
même si je ne compare pas Donald Trump ou son gouvernement à ça, mais c'est important de l'entendre. Il y a une loi qui est vraiment incroyable, qui est humaine, qui est hyper intelligente sur le respect des animaux, sur leur exploitation, une loi contre la chasse avec un respect pour préserver et empêcher l'extinction d'espèces, un rapport à l'homme et à la nature que n'importe quel parti vert ou écolo aujourd'hui adopterait tel quel et vouerait un véritable culte à ces lois. Ces lois de la protection sur la nature et des animaux, elle a été votée sous le Troisième Reich. Elle concerne les politiques environnementales mises en place en Allemagne entre 1933 et 1945. Elle commence dès 1933 avec l'uniformisation des organes de protection de l'environnement. Ça s'appelle les Reichsnaturschutzgesetze. Les Ashkénazes vont pouvoir le prononcer un peu mieux. Mais ce sont les lois sur la nature, si mes très faibles notions d'allemand me permettent de le traduire bien. Et sous Göring, il y a eu, et sous l'Office national des forêts du Reich, dirigé par Göring, en 1936, ces lois ont été promulguées, appliquées. Et c'est important juste de savoir de qui viennent les décisions et qu'on ne peut pas accepter de s'approprier des lois, des actions, des actes de n'importe qui. Ces lois, aujourd'hui, personne ne peut dire « regardez, cette loi, elle est absolument incroyable », etc. parce que ça dépend qui a écrit cette loi. Et quand on voit ces actes qui ont été promulgués par Donald Trump, etc., on les prend, on les accepte, mais c'est important de savoir qui nous a donné. Je ne compare pas Trump à Hitler, ni son gouvernement, attention, mais je pense qu'il avait des tendances autoritaires, autocrates et une volonté de garder le pouvoir à tout prix. Ça s'est prouvé, on va le voir encore dans les semaines et les mois à venir, parce qu'on est encore en train de découvrir à quel point il a voulu influencer le ministre de la Justice, changer le ministre temporaire actuel de la Justice pour mettre quelqu'un à sa place qui serait prêt à remettre en cause le résultat des élections en Géorgie. On a vu le fameux coup de fil quelques jours avant la passation de pouvoir qu'il y a eu entre Donald Trump et le secrétaire d'État de Géorgie, qui lui disait « mais il faut absolument que vous me trouviez 10 800, les quelques 15 000 voix qui me manquent pour inverser, il faut que vous me trouviez ces voix-là ». Et on a une trace audio pour ça. Mais voilà, je pense vraiment que c'est important de ne pas aduler Donald Trump, parce qu'il faut savoir qui est cette personnalité, quel mal pour le juif américain et quel est le danger, parce que l'électorat des chrétiens évangélistes et leur objectif est le motif ultérieur de cet électorat-là n'est pas un motif amical. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir pour Israël l'ambassadeur d'Israël, David Friedman, que Jared Kushner a également joué énormément, mais c'est important de savoir quelle était cette personnalité. Alors, vous allez me demander, Biden-Harris, alors qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce monde d'après, qu'est-ce qu'on en fait ? Toutes les administrations jusqu'à Donald Trump ont tout été pro-israéliennes. Et donc, quand on me pose cette question de savoir est-ce qu'un tel est bien pour Israël, ils ont tous été bien pour Israël. Et même s'il y a des divergences et quelques problématiques, au final, les États-Unis ont toujours été notre meilleur ami et on a toujours eu la protection militaire dont on avait besoin. Et on a toujours eu cette alliance qui a perduré, même sous Obama, comme je vous l'ai dit, par rapport aux agences de renseignement, par rapport aux aides militaires sur les 10 milliards de dollars qui ont été donnés à Israël, notamment grâce à la création du Dôme de fer sous Barack Obama, sous l'impulsion de Hillary Clinton, puis la concrétisation de John Kerry. Et donc voilà, il faut vraiment se souvenir de cette réalité-là, même si il est bon d'entendre ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'on se souviendra dans l'histoire, dans 20, dans 30, dans 40, dans 50 ans, la seule chose dont on se souviendra de Donald Trump, c'est le fait qu'il a été impeached 2 fois, que c'est quelqu'un qui a eu une procédure de mise en destitution à 2 reprises, et que malheureusement, de par sa personnalité, de par les histoires du 6 janvier, de par le fait qu'il a refusé l'élection, ses acquis sur Israël risquent de ne pas se répercuter dans l'histoire pendant très longtemps. Le déménagement de l'ambassade à Jérusalem est un point marquant qui restera. Et ce qui est une certitude également, c'est que l'administration actuelle ne changera absolument pas ça. Mais malheureusement, Donald Trump, même si en Israël, il y aura peut-être un Trump Town ou un Moshav Trump au milieu du Golan, qui risque peut-être de garder son nom, et qui aura apparemment une station, grâce à Jonathan Goldberg, il y aura une station Trump aux alentours du mur des lamentations à Jérusalem. Si j'ai bien compris, c'est bien ça, Jonathan ? mais je veux juste dire que
ce qui restera, c'est ces deux impeachments et, à mon avis, cette impulsion sur les accords d'Abraham. Cette impulsion sur les accords d'Abraham qui, pour moi, est vraiment à mettre au crédit de Benjamin Netanyahou, de Danny Danon aux Nations Unies et de Nikki Haley qui, pendant 3 ans, ont travaillé à l'intérieur avec les différents ambassadeurs du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, qui a eu des communications. Je parlais avec Danny Danon encore jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions ici. Qui me racontait à quel point la communication était excellente. J'ai beaucoup couvert les Nations Unies pendant ces 5 dernières années, et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait une énergie, etc. Donner ça au crédit de Donald Trump, c'est vraiment ne pas comprendre les méandres de la diplomatie et de savoir vraiment qui est à l'impulsion derrière. Et voir également à quel point, à quelle rapidité Benjamin Netanyahou a reconnu la victoire de Joe Biden au 7 janvier, au 7 novembre dernier, c'est aussi vous montrer à quel point il y a la réalité de l'amitié entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump n'allait pas au-delà du sens de la démocratie et des institutions. Anthony Blinken, donc on me pose la question, est-ce que la nouvelle administration est positive ou non par rapport à Israël? Anthony Blinken, c'était l'artisan en effet des accords sur le deal sur le nucléaire iranien. C'est le nouveau secrétaire d'État aux États-Unis s'il est sanctionné et donc accepté par le Sénat. On a déjà eu le début d'une audition qui a eu lieu la semaine dernière, juste avant l'investiture. Et on a déjà des réponses par rapport à ce que va être la politique par rapport à Israël d'Anthony Blinken et donc de l'administration Biden-Harris. Ce sera une administration qui a décidé d'être extrêmement pragmatique, d'abord qui a déjà annoncé depuis le début que jamais il ne reviendrait sur le redéménagement de l'ambassade de Jérusalem à Tel Aviv, ce qui est une chose exceptionnelle, mais sur lequel on pouvait compter, puisque c'est une initiative qui datait d'avant de Donald Trump et qui a juste été actée, comme je viens de vous l'expliquer, sous Donald Trump. Et donc, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale et comme capitale indivisible d'Israël, c'est quelque chose qui date des années Clinton, mais qui n'était pas mise en application uniquement pour des raisons de mise sur la table pour des négociations potentielles avec les Palestiniens. Mais comme maintenant, il y a eu un shift par rapport à ces négociations, et ce shift, aujourd'hui, il est passé avec les relations entre le pays arabe, les pays du Golfe et même le Maroc. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment extrêmement positif. Et ce qui est extrêmement positif, c'est de savoir à quel point Anthony Blinken a dit « Moi, je continuerai sur ce qui vient d'être construit ». Et donc, il y croit. Et de la même manière qu'il a dit que par rapport au deal sur le nucléaire iranien, il était hors de question de retourner en l'état dans ce deal parce qu'en effet, l'Iran a multiplié par 12 sa production d'uranium enrichi pendant ces 4 dernières années, que l'expansion du programme de missiles balistiques est également vraiment à mettre en cause, et de toute façon, les démocrates, dans le camp démocrate, aujourd'hui, Joe Biden n'aurait même pas de majorité au Sénat pour retourner dans un deal sur le nucléaire iranien. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun danger. La politique pro-israélienne va continuer, de protection d'Israël va continuer, et surtout, s'il y a un retour sur des négociations avec l'Iran qui nous prendront des années et des années, ça ne sera jamais sans qu'il n'y ait des restrictions encore plus compliquées, plus difficiles, et qui permettent d'intégrer la fin du financement du terrorisme et le programme balistique de Téhéran. Par rapport à Biden et Harris, et j'en termine là-dessus parce qu'on a souvent mis en avant que Donald Trump, sa fille était juive et son gendre sont juifs. Et donc, alors d'abord, oui, en effet, Ivanka est aussi convertie, malheureusement, plus de 80% des Juifs de France et des francophones d'Israël et des Juifs israéliens ne reconnaissent pas la judaïté de Ivanka. Donc, c'est quand ça fait plaisir qu'elle est juive, mais en fait, si elle venait en Israël et que vous vouliez la marier à votre fils, vous auriez un problème parce que vos petits-enfants ne seraient pas juifs, selon la halakha de certains. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours génial d'entendre les gens, oui, sa fille, elle est juive, mais après, de ne pas reconnaître sa judaïté, c'est un vrai problème par rapport aux juifs américains. C'est une réalité que l'Amérique, les juifs américains sont beaucoup plus Masorati ou libéraux que ce qu'on peut voir en France, ce qu'on peut voir en Israël, mais ce sont 6 millions de juifs américains qu'il ne faut pas dénigrer et qui aiment Israël. Et ce n'est pas parce qu'ils votent démocrate qu'ils sont des antisionistes, de la même manière que des gens de gauche sionistes israéliens ne sont pas des antisionistes. Et donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui
qu'il faut qu'on puisse accepter et que toute cette Amérique extrêmement virulente et il y a un côté anxiogène de clivage entre un camp et un autre. Non, on l'a ressenti énormément ces dernières années en Israël, où il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire qu'à cause des opinions politiques des uns, ce sont des antisionistes, ce sont des juifs qui se détestent, le fameux self-hating Jews qu'on peut voir énormément. J'y crois pas trop, et surtout pour bien connaître ces juifs américains, je sais à quel point ils sont profondément israéliens, pro-israéliens, à quel point ils sont extrêmement sionistes. Alors, ça passe plus par le portefeuille, ils ont moins l'expérience de la Havaya israélite qu'on peut avoir nous en France, parce qu'on a d'abord une proximité qu'eux n'ont pas en termes de géographie, et c'est vrai qu'ils voyagent un peu moins, mais grâce à tous ces programmes de Birthright, Taglit, il y a des millions de Juifs américains qui ont pu aller en Israël pour la première fois, et leur amour d'Israël est absolument exceptionnel, et ils se battent, les jeunes sur les campus, contre le BDS, contre tout un pan de l'Amérique qui s'est pro-palestinisé depuis des années. Et donc, il ne faut pas dénigrer cette Amérique, ces Juifs américains qui, même s'ils votent démocrates, parce que ce n'est pas une insulte, de la même manière que les Juifs américains qui votent républicains, ce n'est pas une insulte, parce que je vous rappelle que je n'ai pas de parti pris par rapport à ça. J'aurais très bien pu voter pour quelqu'un comme John Kasich ici aux États-Unis, ou pour une Nikki Haley en fonction de son programme, que les seules grosses différences sur lesquelles il peut y avoir des particuliers, des problématiques, c'est peut-être sur le port d'armes ou sur le droit à l'avortement et ce genre de choses, mais il y a énormément la plupart des démocrates ou des républicains sont des centristes au final. Des gens comme Mitt Romney, c'est un centriste, quelqu'un comme John McCain est un centriste, tout comme Biden est un centriste. Et cette image de vouloir marquer Joe Biden et Kamala Harris comme des gens d'extrême gauche pro-palestinienne sont fausses. Joe Biden, tous ses petits-enfants sont juifs, en l'occurrence. Tous ses enfants sont mariés à des juifs. Il a des petits Cohen, puisque sa fille s'est mariée à un cas Cohen. Et chez Kamala Harris, c'est pareil. Le petit nom de Kamala Harris de la part de ses enfants adoptifs, c'est Mamala, qui veut dire maman en yiddish. C'est son mari, Doug Emhoff, est un juif extrêmement connu, un avocat ici aux États-Unis qui adore Israël, qui a énormément voyagé. Kamala Harris, sa fête juive préférée, c'est Hanouka, et donc elle raconte l'histoire des Maccabis à ses enfants en permanence. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que toute cette notion de penser que l'un était plus pro-sémite que l'autre. En fait, ils sont très liés, ils sont très philosémites, ce nouveau gouvernement, avec ce secrétaire d'État juif, petit-fils de survivants de la Shoah, proéminent, j'ai oublié son nom, le nom du grand-père de Anthony Blinken, mais c'est un rescapé extrêmement connu qui venait de France. C'est un francophile, francophone et très bizarre. Bizarre. Exactement, bizarre, merci beaucoup. Et donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que cette administration, encore une fois, comme toutes les précédentes, depuis, on va dire, Nixon, pour être certain, parce que Kennedy avait une relation un peu plus difficile par rapport à Israël, mais toutes ces administrations qui sont succédées ont été des administrations pro-israéliennes. Joe Biden avait une relation extrêmement privilégiée avec Golda Meir, un peu plus compliquée avec Begin, mais voilà, ce sont des gens qui ont un amour d'Israël et qui savent à quel point c'est important de garder ce lien avec ce pays, avec nous, quoi. Voilà. Je vais passer aux questions et j'espère que vous en avez. Et voilà. Ok, d'abord, je voudrais te remercier, David. Profites-en pour prendre un peu de ton verre d'eau. Je sais que tu as préparé un verre d'eau, donc profites-en. Merci beaucoup de ce large panorama engagé, certes, mais en même temps qui présente les choses, je pense, de manière assez claire, un certain nombre d'éléments qu'il est bon parfois d'entendre, parce que évidemment ce n'est pas toujours ce que l'on entend, soit sur ses médias préférés, soit sur différents réseaux sociaux ou suivant tel ou tel, évidemment, que l'on a de manière plutôt partisane. Alors, il y a quelques points ou quelques questions. Alors, juste Jean-Charles, oui. je suis d'accord sur
la présentation, en effet, qui montre un aspect qu'on ne voit pas. Mais mes partisans, je veux vraiment continuer à exprimer l'idée que je n'ai absolument aucune faveur par rapport aux démocrates ou aux républicains, et que je pense que c'est la personnalité de Donald Trump que je voulais mettre en avant, et sur le fait que ces acquis-là, qu'il fallait se méfier des acquis qu'on a pu avoir pendant ces 4 années, mais qui n'étaient absolument pas par rapport à une envie de voter d'un camp ou dans l'autre, parce que mon objectif en tant que journaliste, c'est de faire une analyse, et justement, parce qu'on est dans un état d'esprit où malheureusement on vit dans des enfermements algorithmiques terribles qui font qu'on ne voit jamais ce que l'autre pense ou ce qu'il peut être dire de l'autre côté, ou qu'on regarde uniquement l'expression de Time of Israel ou de i24 News ou en France du Monde ou de Libération qui ont une vision absolument terrible aussi d'Israël. Mais ces pans-là de l'Amérique, de Donald Trump, des évangélistes, de l'extrémisme américain que j'ai vécu et couvert au quotidien, moi, pendant 4 ans, c'est pas partisan. Et c'est vachement important pour moi parce que je l'ai vécu et ça n'empêche pas de dire à quel point, parce qu'en fait, revenir pendant 1 heure sur le fait qu'on ait les accords d'Abraham et le déménagement de l'ambassade d'Israël, etc., de Jérusalem, vous le savez tous, c'est pour ça que je suis pas revenu là-dessus. Ça n'empêche pas le fait que j'en suis absolument heureux, content, et je pense l'avoir souligné plusieurs fois. Non, je pense que tu l'as dit, c'est pas là-dessus. En fait, quand je pensais à partisans, je pensais plus à des aspects, par exemple, qui peuvent déclencher ce soir un débat, mais qui n'est pas sur les États-Unis. Par exemple, je pense sur la judaïté réelle ou supposée. Je suis d'accord, là-dessus, je suis d'accord. Par contre, t'as raison. De la fille, je pensais plutôt à ça. Mais comme on a vu des photos où elle visitait l'OL du Rabbi de Lubavitch, donc ça va, elle est acceptée dans toutes Elle est allée le jour de l'élection en 2016 et en 2020. À chaque reprise, elle a été le matin sur la tombe du Rabbi pour prier. Voilà, c'était plutôt à ça. Alors, si tu as eu le temps de boire, on a une ou deux questions que je voudrais te présenter. Une question d'Anne Baird que je salue, qui est une de nos prochaines intervenantes d'ailleurs. Elle interviendra le 21 février. Et Anne demande quelle est l'influence des évangélistes sur la nouvelle administration à Washington. Alors, aucune influence sur la nouvelle administration, puisque les évangélistes qui ont de l'influence, donc qui lobbyent pour les républicains. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'influence. Par contre, il y a toujours une influence, et ça, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure des années. Les évangélistes ont réussi à pénétrer de manière assez importante l'AIPAC, qui est donc le lobby pro-israélien. Pro-israélien AIPAC, c'est vachement important de l'entendre. Ce n'est pas un lobby pro-juif, c'est un lobby pro-israélien. Et donc, de par cette dénomination pro-israélienne, les évangélistes ont leur place puisqu'ils sont aussi pro-israéliens. Et donc, ils ont pris beaucoup d'importance là-dessus et donc, ils influent également à travers donc, le lobby pro-israélien d'AIPAC. Ils vont probablement influer également sur l'administration actuelle qui a toujours une présence à chacune des conférences de l'AIPAC à Washington en mars. Voilà. Oui, je crois qu'il y a même une blague aux États-Unis qui dit qu'il y a plus de sionistes chez les évangélistes que chez les juifs démocrates. Mais c'est une blague. Deuxième question qui se prolonge toujours, Anne, qui dit quid du soutien, donc toujours de ces évangélistes, aux partis et mouvements en Israël. Je me souviens de la scène, pour moi j'aurais toujours en tête la scène de l'inauguration de l'ambassade à Jérusalem, où on a Benjamin Netanyahou, David Friedman et le prêtre évangéliste qui est en train de faire son sermon. Et son sermon est terrible, si vous l'écoutez. Son sermon est terrible et il sous-entend ces histoires que je vous ai montrées tout à l'heure sur le fait que la prophétie dit que les Juifs doivent être au pouvoir en Israël. Et là, on voit David Friedman et Benjamin Netanyahou qui se regardent d'un air. C'est un grand malade, mais bon, on prend ce qu'on peut. Pendant qu'on peut le prendre, on le prend. Mais on voit cette hésitation. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas stupides, ces gens-là. Ils savent exactement dans quoi ils se sont mis. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'à un moment donné, on ne puisse pas revenir en arrière et revenir sur le fait que, par exemple, Tibériade va devenir une ville évangéliste extrêmement rapidement, qui a
il y a un temple qui s'est créé, qui est magnifique, qu'il y a le musée de la Bible à Washington qui a été construit par les évangélistes, qui prend une influence absolument incroyable sur le pan de la religion. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier de ces évangélistes. Ce ne sont pas nos meilleurs amis, et je pense que les Israéliens le savent. Mais ce regard-là, allez le voir sur les réseaux sociaux, entre David Friedman, Benjamin Netanyahou au moment de l'inauguration de l'ambassade à Jérusalem est très croustillant et vous montre quel est le… Je m'en rappelle bien, effectivement. Alors, on précise que Blinken est le fils de Judith Pizarr. Ah voilà, c'est ça, merci. Et donc, Samuel Pizarr est son beau-père. Il a partiellement grandi en France suite au remariage de sa mère. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a David Sultan, qui est donc le coprésident avec David Jean du groupe local Israël Ron Arad, qui dit que peut-être on pourrait appeler le groupe local en Israël Trump, mais je pense que c'est… Il nous a convaincus, David. J'ai pas entendu moi. Il pense tu m'as convaincu de proposer à notre prochaine assemblée générale de renommer le groupe local, que ce soit le groupe local Donald Trump, non? Oui, il n'y a pas de problème. Et Göring aussi, n'oublie pas Göring. Voilà. Göring Trump. Bien. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je n'en vois pas en tout cas. Si j'en ai loupé une, mais je ne pense pas. Donc, David, je te laisse peut-être juste mais 20 secondes. Est-ce que tu vas tenir pour nous dire qui sera élu dans 4 ans? Ça va se jouer. Je pense qu'on aura probablement une femme présidente. Chez les Républicains, ça se jouera en fonction de comment le Parti républicain se tourne. Ça sera entre Liz Cheney et Nikki Haley, qui ont un vrai potentiel et un vrai capital politique. Et en fait, si Nikki Haley arrive à récupérer l'électorat de Donald Trump, elle a très grande chance d'être élue. Et Kamala Harris, en fonction de sa vice-présidence, parce que Biden ne se représentera pas, mais elle a en face, elle aura des candidats aux primaires en face, mais pas un charisme fou, et elle risque d'acquérir un charisme pendant ces 4 années-là. Donc, je pense qu'on aura, quoi qu'il arrive, une femme présidente des États-Unis dans 4 ans, et ça sera ma seule prédiction, parce que je ne suis pas dans le business de la prédiction, je suis dans le business de raconter l'histoire. Ok, c'était évidemment de l'humour. On va quand même laisser un petit peu le temps à l'équipe en place de réaliser des choses avant de penser à les remplacer quand même. En tout cas, on leur souhaite Be'atzlacha pour le bien d'abord des États-Unis et pour le bien du monde, dont Israël et les Juifs. Merci. Juste un tout petit mot, parce que tu parlais de Bernie Sanders tout à l'heure, et c'est vachement important de dire que je ne crois pas que les Américains, je pense que les Américains sont prêts à voter pour une femme maintenant, ils n'étaient pas il y a 4 ans, mais je pense qu'ils ne sont absolument pas prêts à voter pour un juif. Je pense que Michael Bloomberg n'avait absolument aucune chance, même dans une autre configuration, parce que les Américains sont extrêmement antisémites, sur ce cliché des juifs et de l'argent, sur le fait que ce soit un milliardaire, patron des médias et juif, et new-yorkais, etc. Il n'avait absolument aucune chance de l'emporter. Et le seul qui aurait peut-être pu, c'est Bernie Sanders, mais avec cette rhétorique des républicains sur Bernie Sanders, c'est un communiste, socialiste, machin. Il y a tout un pan de l'Amérique qui a ce mot socialiste comme un gros mot. Et donc, c'était pire pour lui d'être socialiste que d'être juif. Mais je ne pense pas que les Américains soient prêts à avoir un juif à la Maison-Blanche. Sauf que, pour la première fois de l'histoire, un époux juif est rentré à la Maison-Blanche. Homme, femme, président, vice-président. C'est la première fois de l'histoire, avec Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, que dans Ticket gagnant, on a un juif. Et c'est à souligner. On n'est plus uniquement dans les WASP, tu veux dire. Donc, exactement. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, David. Je pense. Merci à tous. Longue vie à Kaléidoscope. Longue vie à Kaléidoscope. Et merci Jean-Charles de cette initiative et à toute l'équipe de Renarad. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous tous. Je vous demande encore quelques minutes pour vous annoncer que, premièrement, comme vous le savez, cette semaine, c'est Tou Bishvat. Et donc, avec le groupe local Israël Ron Arad, jeudi, vous allez recevoir l'information, mais ce jeudi qui vient, le 28 janvier à 19h, nous aurons un Zoom, encore une fois, désolé, mais animé grâce aux animateurs du groupe local qui en plus propose, vous verrez ça dans la newsletter qui a dû vous parvenir déjà cette nuit et qui va repartir à nouveau, que les PIF vous proposent
moyennant finances pour soutenir leur prochain camp. Si Dieu veut, il y aura un camp cet été. Donc, il vous propose de contribuer ainsi, puisque dans le cadre de la soirée, on va vous demander de jouer et de planter des graines. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. C'est ce jeudi par Zoom à 19h, on vous enverra tout cela. Et il y a un autre point qui est important, comme je l'ai déjà annoncé, c'est dimanche prochain. Voici d'ores et déjà le post ou le flyer dimanche prochain à la même heure dans le cadre de le Kaléidoscope, dans le cadre de la Journée internationale de la Shoah. Alain Michel animera une table ronde avec un certain nombre de témoins qui ne viendront pas pour raconter leur histoire, mais pour réfléchir sur la question de pas facile d'être témoin. Il est des fois très, très difficile de témoigner. Et donc, vous recevrez, c'est le même système avec une préinscription, vous recevez le lien. Donc, nous avons plusieurs rendez-vous cette semaine. J'ai oublié que nous soutenons aussi, excusez-moi, demain lundi, à l'initiative d'un ancien Néhi de Nancy, le rabbin Sadia Morali, qui habite Ra'anana. Il y a une table ronde, vous avez reçu l'information. Donc, cette semaine, c'est carton plein. Lundi, table ronde autour de Toubi Shvat. Jeudi, avec le groupe local Israël Ronarad, la fête de Toubi Shvat, puisque ce sera le jour du Seder. Et donc, dimanche prochain, le 31, à 19h, c'est toujours à la même heure, 19h à Jérusalem, 18h à Paris, et donc midi à New York, on a dit? Mais exactement, midi à New York. Mais tu n'y seras plus, donc ça n'a aucun intérêt. Non, je rentre ce soir, moi, je passe entre les gouttes, je rentre à Tel Aviv. Donc tout va bien. En tout cas, nous avons plusieurs rendez-vous. Merci beaucoup, merci à ceux qui ont assisté. Parlez-en autour de vous pour que nous soyons encore plus à poser des questions à nos prochains intervenants. Je vous souhaite Shavua Tov, une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne fête de Toubi Shvat, fête des arbres, fête de la nature, fête du printemps. Pour nous, c'est le début du printemps. Je sais pas, on n'a pas vu l'hiver, mais c'est déjà le début du printemps à partir de jeudi officiellement. C'est une fête créée par le Troisième Reich. David, va prendre ton avion. Merci beaucoup à tous. À très, très bientôt. Bravo, merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci.